Redevenu maître de moi-même et de mes actions, je me voyais dans une grande ville, Turin, pleine de gens de conditions, où mes talents et mon mérite ne pouvaient manquer de me faire accueillir. Et 20 francs que j'avais en poche me semblaient un trésor qui ne pouvait s'épuiser. Jamais je ne me sentis tant de confiance et de sécurité. Je croyais déjà ma fortune faite. La première chose que je fis fut de parcourir toute la ville pour faire un acte de ma liberté. J'allais voir monter la garde, les instruments militaires, les processions des prêtres. Et pour finir, j'allais voir le palais du roi. J'en approchais avec crainte. Mais voyant d'autres gens entrer, je fis comme eux. Et on me laissa faire. Peut-être à cause d'un petit paquet que j'avais sous le... Enfin, quoi qu'il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me voyant dans ce palais. Ah, 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 ah. C'est le roi. Enfin, peut-être. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. À force d'aller et venir, je me lassais. J'avais faim, il faisait chaud, il fallut trouver un gîte. On m'enseigna la femme d'un soldat qui retirait à un sol par nuit des domestiques hors de service. Je trouvai chez elle un grabat vide et m'y établis. Elle était encore jeune, quoiqu'elle eût déjà 5 ou 6 enfants. Nous couchâmes tous dans la même chambre, la mère, les enfants, les autres. Et cela dura de cette façon tant que je restais chez elle. Au demeurant, c'était une bonne femme, jurant comme un charretier, toujours décoiffée, débraillée, mais douce de cœur, qui me prit en amitié, et même me fut utile. Je passais plusieurs jours à me livrer uniquement au plaisir de l'indépendance et de la curiosité. J'allais errant dedans, dehors la ville, furetant, visitant tout ce qui me paraissait curieux et nouveau. Jeune homme sorti de sa niche, qui n'avait jamais vu de capitale. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crime, des racines les avenues, des mains de sexe brûlent les poches, et les ventres bouts par-dessous. Toutes les pensées s'entrechoquent, et les têtes moins que les trous, et les têtes moins que les trous. Dans la rue anonyme, il y a partout des Jésus qui vont quêter leur dîme. Avec des yeux battus, barbarie, si tu veux de l'amour. Barbarie, méfie-toi des discours. Barbarie, le bonheur est si court. Le bonheur est si court.
le bonheur, le bonheur, le bonheur. En peu de temps, mon hôtesse m'avait trouvé une place. Une dame de condition voulait me voir. Et tout de suite, j'entrais à son service. Ah non, 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 pas tout à fait en qualité de favori, mais en qualité de laquais. J'y passais plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis je retournais chez mon ancienne hôtesse où je restais 5 à 6 semaines. La santé, l'oisiveté, la jeunesse me rendaient mon tempérament importun. J'étais inquiet, distrait, rêveur. Je pleurais, je soupirais, je désirais. Oh, cet état ne peut se décrire. Mon sang allumé remplissait incessamment mon cerveau de filles et de femmes. Et ces idées tenaient mes sens dans une activité fort incommode. Ce n'était plus le temps où les jeux de l'enfance allaient là comme par eux-mêmes. La honte était venue avec les années. Et elle avait accru ma timidité naturelle. Ne pouvant contenter mes désirs, je les attisais par les plus extravagantes manœuvres. J'allais chercher des allées sombres, des endroits cachés où je pus m'exposer aux filles, dans l'état où j'aurais voulu être près d'elles. Ah, ce qu'elles voyaient, ce n'était pas l'objet obscène. Oh non, je n'y songeais même pas, c'était l'objet ridicule. Le sot plaisir que j'avais de l'étaler à leurs yeux ne peut se décrire. Un jour, j'allais m'établir au fond d'une cour dans laquelle était un puits, où les filles de la maison venaient souvent chercher de l'eau. Il y avait une petite descente qui menait à des caves par plusieurs communications. Je sondais dans l'obscurité ces allées souterraines, et les trouvant profondes et obscures, je jugeais que si j'étais vu et surpris, je trouverais là un refuge assuré. Dans cette confiance, j'offrais aux filles qui venaient au puits un spectacle plus risible que séducteur. Les plus sages feignirent de ne rien voir. D'autres se mirent à rire. D'autres se crurent insultés et firent du bruit. Je me sauvai dans ma retraite. J'y fus suivi. J'entendis une voix d'homme sur laquelle je n'avais pas compté et qui m'alarma. Je m'enfonçais dans les allées souterraines. Les bruits, la voix d'homme me suivaient toujours. J'avais compté sur l'obscurité. Je vis de la lumière. Je m'enfonçais davantage. Un mur m'arrêta. Mais ne pouvant aller plus loin, il me fallut attendre là ma destinée. En un moment, je fus atteint et saisi par un grand homme portant une grande moustache, un grand chapeau, un grand sabre, escorté de 4 ou 5 vieilles femmes, armées chacune d'un manche à balai. L'homme au sabre me prenant par le bras me demanda rudement ce que je faisais là. Soit que ma réponse n'était pas prête, je me remis cependant. Je lui dis, en le suppliant d'avoir pitié de mon âge et de mon état, que j'étais un jeune étranger de grande naissance, dont le cerveau s'était dérangé, que je m'étais échappé de la maison paternelle parce qu'on voulait m'enfermer, que j'étais perdu s'il me faisait connaître, mais que s'il voulait bien me laisser aller, je pourrais quelque jour reconnaître cette grâce. Contre toute attente, mon air et mon discours firent effet. L'homme terrible en fut touché. Et après une réprimande assez courte, il me laissa aller, sans me questionner davantage. À l'air dont les vieilles me virent partir, je jugeais qu'avec elles je n'en aurais pas été quitte à si bon marché. Mais je ne m'en souciais guère, car pourvu que l'homme et le sabre ne s'en mêlassent point, j'étais bien sûr, leste et vigoureux comme j'étais, de me délivrer bientôt d'elles et de leur tricot.
Quelques jours plus tard, en passant dans une rue avec un camarade, j'allais donner du nez contre l'homme au sabre. Il me reconnut et me contrefaisant d'un ton railleur. « Ah, je suis Plains, et moi je suis un caillot, hein, et que son Altesse n'y revienne pas, hein. » Il n'ajouta rien de plus. Je m'esquivai en baissant la tête, le remerciant dans mon cœur de sa discrétion. Je songeais à quitter Turin pour retourner à Annecy. Dès lors, je n'eus d'autre plaisir, d'autre bonheur, que de faire ce voyage au bout duquel j'entrevoyais Françoise, Louise et Léonore de Varins. Je songeais à quitter Turin pour retourner à Annecy. Je fis donc ce voyage. Le cœur me battait en approchant de sa maison. Mes jambes tremblaient, les yeux se couvraient d'un voile. À peine parus-je à ceux de Madame de Varins que son air me rassura. Je vis peu de surprise sur son visage, mais je n'y vis aucun chagrin. Mon pauvre enfant, te revoilà donc. Je savais bien que tu étais trop jeune pour ce voyage. Elle me fit conter mon histoire, que je lui fis très fidèlement, en supprimant cependant quelques articles. Il fut question de mon gîte. Elle consulta là-dessus sa femme de chambre, mademoiselle Merceret. Quand j'entendis que je coucherais dans la maison, j'eus peine à me contenir et je vis porter mon petit paquet vers la chambre qui m'était destinée. J'eus par surcroît le plaisir d'apprendre que cette faveur ne serait point passagère. Elle disait: puisque la Providence me le renvoie. La Providence. La Providence. Hé, Monsieur de Voltaire, la Providence. Bientôt, Madame de Varins s'imagina de me faire instruire au séminaire. Mais on me rendit à elle comme un sujet qui n'était pas même bon pour être prêtre. Au reste, assez bon garçon et point vicieux. Ce qui fit qu'elle ne m'abandonna pas. Alors, mon goût marqué pour le chant lui fit naître la pensée de me faire musicien. L'occasion était commode. On faisait chez elle au moins une fois la semaine de la musique. Et le maître qui dirigeait ce petit concert venait très souvent la voir. Très souvent. Très souvent. Très souvent. C'était un Parisien nommé Monsieur le maître. Je m'attachai à lui. Je ne lui déplaisais point. On parla de pension, on en convint. Bref, j'entrai chez lui et j'y passai l'hiver.
près de 6 mois, je n'en sortis pas une seule fois. Et je n'en fus pas même tenté. Cet intervalle est un de ceux dans lequel j'ai vécu dans le plus grand calme. Non seulement je me rappelle le temps, les lieux, les personnes, mais tous les objets environnants. La température de l'air, son odeur, sa couleur. Une certaine impression locale qui ne s'est fait sentir que là, et dont le souvenir vif m'y transporte de nouveau. Par exemple, tout ce qu'on y répétait, tout ce qu'on y chantait, tout ce qu'on y faisait. La figure des musiciens. Un vieux charpentier boiteux qui jouait de la contrebasse. Un petit abbé blondin qui jouait du violon. L'orgueil avec lequel j'allais, tenant ma petite flûte à bec, m'établir à la tribune pour un petit bout de récit. Mademoiselle Merceret, la femme de chambre de Madame de Warens, savait un peu de musique. Oui, je n'oublierai jamais. Un certain air que monsieur le maître me fit chanter avec elle et que sa maîtresse écoutait avec tant de plaisir. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Vivre, bonheur, vivre, bonheur, vivre, bonheur, vivre. Bonheur. 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 Enfin, tout, jusqu'à la bonne servante Perrine, qui était si bonne fille. Tout, dans ce temps de bonheur et d'innocence, revient souvent me ravir. Un soir du mois de février, qu'il faisait bien froid, comme nous étions tous autour du feu, nous entendîmes frapper à la porte de la rue. Perrine prend sa lanterne, descend, ouvre, un jeune homme monte avec elle, se présente d'un air aisé, se donnant pour musicien français. À ce mot,
de musicien français. Le cœur tressaillit au bon le maître. Il accueillit le jeune passager, lui offrit le gîte dont il paraissait avoir grand besoin, et qu'il accepta, sans beaucoup de façon. Je l'examinais tandis qu'il se chauffait et qu'il jasait. Il était court de stature et large de carrure, avec je ne sais quoi de contrefait dans la taille, sans aucune difformité particulière. C'était pour ainsi dire un bossu à épaules plates. Et je crois qu'il boitait un peu. Il portait un habit noir qui tombait par pièces, une chemise très fine et très sale, de belles manchettes, des guêtres dans chacune desquelles il aurait pu mettre ses deux jambes, et, pour se garantir de la neige, un petit chapeau à porter sous le bras. Dans ce comique équipage, il y avait pourtant quelque chose de noble. Sa physionomie avait de la finesse et de l'agrément. Il parlait facilement et bien, mais fort peu modestement. Tout marquait en lui un jeune débauché qui avait eu de l'éducation et qui n'allait pas gueusant comme un gueux, mais comme un fou. Il nous dit qu'il s'appelait Venture, Venture de Villeneuve, qu'il venait de Paris et qu'il s'était égaré dans sa route. Au souper, on parla de musique, et il en parla bien. Il connaissait tous les grands virtuoses, tous les grands ouvrages, tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les jolies femmes, tous les grands seigneurs. Sur tout ce qu'on disait, il paraissait au fait. Mais à peine un sujet était-il entamé, qu'il brouillait l'entretien par quelques polissonneries qui faisaient rire et oubliait ce qu'on avait dit. En quelques semaines, je le trouvais brillant et fêté dans tout Annecy. Les femmes se l'arrachaient. Ce succès acheva de me tourner la tête. Je ne vis plus rien que Monsieur Venture. Il me fit presque oublier Madame de Varins, qui d'ailleurs s'était absentée. Pour profiter plus à mon aise de ses leçons, je lui proposai de partager avec moi son gîte. Il y consentit. Les matinées se passaient sans qu'on y songeât, à faire de la musique. À 2 ou 3 heures, nous mangions un morceau, puis Venture s'en allait dans ses sociétés où il soupait. Et moi? Oh, moi, j'allais me promener seul, méditant sur son grand mérite, admirant et convoitant ses rares talents, et maudissant ma maussade étoile qui ne m'appelait point à cette heureuse vie. La mienne eût été 100 fois plus charmante si j'avais été moins bête. L'aurore, un matin, me parut si belle que, m'étant habillé précipitamment, je me hâtai de gagner la campagne pour voir lever le soleil. Je goûtais ce plaisir dans tout son charme. C'était la semaine après la Saint-Jean. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes, de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été. Je m'étais insensiblement éloigné de la ville. La chaleur augmentait, je me promenais sous des ombrages, dans un vallon, le long d'un ruisseau. J'entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles qui semblaient embarrassées. Je me retourne
On m'appelle par mon nom. Je trouve là 2 jeunes personnes de ma connaissance. Mademoiselle de Graffenried et Mademoiselle Gallet, qui ne savaient comment forcer les chevaux à passer le ruisseau. Mademoiselle de Graffenried était une jeune fille fort aimable. Mademoiselle Gallet, d'1 an plus jeune qu'elle, était encore plus jolie. Elle était en même temps très mignonne et très formée. Ce qui pour une fille est le meilleur moment. Elles me dirent qu'elles allaient à Thun, au château de Thun, un vieux château appartenant à Madame Gallet. Elles implorèrent mon secours pour faire passer les chevaux, n'en pouvant venir à bout elles seules. Je voulus fouetter les chevaux, mais elles craignaient pour moi les ruades et pour elles, le haut le corps. Alors, je pris par la bride le